Alors bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui. Donc au nom du centre de recherche du centre hospitalier de l'Université de Montréal, le CRCHUM, et du centre d'excellence sur le partenariat avec les patients et les publics, le CEPPP, je vous souhaite donc la bienvenue à cette 7e édition de la soirée causerie qu'on appelle Humaniscience, sur le thème ce soir du cannabis et de la santé mentale. Alors, Humaniscience, pour ceux qui n'auraient pas déjà participé à nos activités, se veut une soirée causerie où l'on discute de science, bien sûr, tout en mettant de l'avant l'utilisateur des soins, les patients et leurs familles. Nous voulons donc, par cette soirée causerie, ouvrir la discussion à l'auditoire et donc vous ouvrir la discussion, c'est ce qui sera fait en deuxième partie d'émission. Le format de la soirée est assez simple. Nous avons 3 présentateurs de grande qualité ce soir et un modérateur, votre humble maître des cérémonies, moi-même. Mon nom donc est Vincent Dumez. Je suis très heureux en tant que co-directeur du Centre d'excellence d'animer cette soirée. Et nous allons nous concentrer donc sur un thème. Ce soir, comme vous le savez, on va parler du thème du cannabis et de la santé mentale. Les discussions avec nos panélistes sur ce sujet vont durer environ 45 minutes. Il vont y avoir 3 blocs, 3 thématiques de 15 minutes chacune qui vont être adressées par nos panélistes et ensuite nous répondrons à vos questions. Et donc 2 périodes de questions vous seront allouées. Alors, un sujet, une thématique qui touche quand même malheureusement beaucoup de familles, beaucoup d'individus et beaucoup de familles dans notre société, de façon directe ou indirecte, qui est le sujet du cannabis et de la santé mentale, donc la rencontre du monde de la toxicomanie et de la santé mentale. Alors, nos panélistes ce soir qui vont vous entretenir de ce sujet à la fois important et sérieux, c'est le docteur Didier Jutras-Aswad, pour commencer, qui est chercheur au centre de recherche du CHUM, qui est le chef du département de psychiatrie et médecin psychiatre lui-même au service de psychiatrie des toxicomanies au CHUM, et professeur agrégé de clinique à l'Université de Montréal. Nous avons aussi le privilège d'avoir M. Jean-Nicolas Proux, qui est, lui, travailleur social et coordonnateur clinique du service social psychiatrie du programme Mère-Enfant au centre de recherche du CHUM. Et finalement, nous avons Gabriel, qui est co-chercheur et patient partenaire. Donc, vous savez que nous sommes ici au CRCHUM et au CHUM dans un terrain de développement de l'inclusion de la voix des patients à différents niveaux et notamment au niveau de la recherche. Et donc, Gabriel est un patient qui est aussi co-chercheur pour les projets de recherche dont on va vous parler aujourd'hui, qui sont CHAMS et I Can Change, et qui sont bien entendu des projets actuellement mis en œuvre au centre de recherche du CHUM. Alors, sans plus vous faire attendre, tombons dans le vif du sujet avec le premier thème. Je demanderai à nos invités de nous donner un peu le pouls de ce qui se passe actuellement sur le terrain de la santé mentale et de la consommation de cannabis, de présenter aussi de façon très concrète éventuellement les projets en demeurant dans la mesure du possible dans une perspective d'expérience du patient. Donc, premier thème. Où on en est sur le terrain d'un point de vue concret, quel est l'état de la situation. Alors, Jean-Nicolas, je vous laisse le privilège d'ouvrir la discussion sur ce premier thème. Merci Vincent. Alors, historiquement, peut-être que je reviendrai un petit peu dans le temps, puis historiquement, les services de santé mentale et de toxicomanie se sont développés un peu chacun de leur côté individuellement, avec plus ou moins de liens entre ces deux univers-là, pourtant qui se côtoient, parce que maintenant, on le sait qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent de toxicomanie qui aussi souffrent d'un problème de santé mentale et vice-versa. Donc, les données vont dans ce sens-là. Et puis, ce qui faisait que ça compliquait la tâche aux patients ou aux gens qui souffraient, c'est-à-dire qu'ils devaient cogner à une porte, puis souvent on se faisait dire va régler ton problème de toxicomanie avant qu'on puisse aborder ton problème de dépression, par exemple. Et on pouvait se faire dire aussi l'inverse, on va commencer par traiter ta dépression pour après ensuite avoir accès à des services en toxicomanie.
Et comme je le dis, bien souvent, c'est les patients qui faisaient les frais de cette situation-là. Progressivement, ces deux univers-là sont appelés à se parler, donc les silos ou les tours de Babel ont commencé à s'effriter, puis que les gens, les professionnels se sont parlé pour offrir de meilleurs services, de meilleurs soins aux gens qui souffraient des doubles problématiques. Ce qui fait que dans le concret, présentement, il n'est pas rare pour un intervenant, un clinicien, d'accueillir un patient qui souffre des deux problématiques. Et comme là, on essaie d'offrir de meilleurs services à ces patients-là, donc on ne peut plus dire va cogner à la porte de la toxicomanie ou de la dépendance ou de la santé mentale. Il faut accueillir ces patients-là. Il faut les prendre en charge, il faut les accompagner dans leurs problématiques. Si je peux me permettre, la soirée, le thème de la soirée, c'est quand même le cannabis. Donc, dans la clientèle qu'on voit, que j'ai vue en clinique, le cannabis est évidemment une substance qui est très présente. Dans bien des cas, c'est une substance parmi d'autres, donc qui n'est pas rare aussi, en plus d'avoir une polytoxicomanie. Puis, dans bien des cas, la consommation de cannabis, elle est banalisée, alors que de plus en plus de données indiquent qu'on peut quand même développer une forte dépendance au cannabis, qui a des symptômes de retrait, entre autres psychologiques. Donc, c'est pas... oui, on entend souvent que c'est une substance qui est biologique, qui n'est pas chimique, donc c'est peut-être moins pire que d'autres substances, mais dans la réalité, on remarque qu'il y a bien des gens qui en souffrent. Donc, tout ça pour dire que les cliniciens devront de plus en plus s'adapter à cette comorbidité-là retrouvée chez les patients. Et donc, ils vont être appelés à peaufiner leurs interventions, à être minimalement capables d'accueillir les patients dans leur entièreté, avec la complexité que cela représente, puis aussi de les accompagner, alors que de moins en moins, on parle que le traitement est le sevrage, l'arrêt total de la substance qui est consommée, sans quoi il n'y a pas de rétablissement. Donc, d'apprendre aussi à accompagner ces patients-là alors qu'une consommation de cannabis peut demeurer présente au cours du traitement. Merci beaucoup, Jean-Nicolas. Donc, on voit une situation terrain complexe avec une prise en charge qui finalement qui doit intégrer plusieurs perspectives et approches. Alors, Gabriel, aussi concrètement, dans une perspective patient, à partir de l'expérience du patient, quel portrait pouvez-vous nous tracer un peu de cette prise en charge et de la façon dont c'est vécu actuellement? Merci Vincent. D'abord, moi, vers l'âge de 5 ans, j'étais déjà d'humeur plutôt dépressive et à l'adolescence, on a fini par me diagnostiquer un trouble de la personnalité limite parce qu'on savait pas trop ce que j'avais, mais il y avait des comportements qui étaient en phase, on va dire, avec ce diagnostic-là. Or, ma dépression faisait en fait probablement partie d'un prodrome bipolaire, comme on l'a compris à la fin de l'été 2016, quand j'ai vécu l'hypomanie, puis la manie pour la première fois. J'ai eu un épisode psychotique de quelques semaines à cause du stress causé par la manie et par d'autres éléments déclencheurs, des stresseurs sur le plan psychosocial. Pour ce qui est, c'est ça, du cannabis puis de ma psychose, parce que c'est comme un sujet chaud en psychiatrie, même si j'ai l'impression que le cannabis a eu un rôle réel dans la prolongation de mon épisode psychotique, je ne considère pas que le cannabis augmente systématiquement le risque de psychose chez moi de façon drastique. Même si c'est le discours que plusieurs cliniciens peuvent avoir en santé mentale, le discours étant que le cannabis est relié à un risque accru de rechute. Je pense que ça peut être vrai, mais que le traitement de la maladie mentale devrait être individualisé aux patients, puis nuancé de façon générale. En effet, j'ai l'impression que certaines généralisations faites par les psychiatres au sujet de questions relatives à la toxicomanie peuvent entraver les soins
par exemple, l'épival, l'acide valproïque, m'a aidé à calmer ma manie bipolaire, mais ça m'a plongé dans une anédonie, une absence totale d'émotion et de plaisir qui était vraiment profonde durant presque 9 mois. On aurait pu faire un changement plus tôt pour le lithium, auquel je réagis très bien et que je prends encore aujourd'hui, mais c'était impossible selon mes cliniciens de l'époque parce que je consommais encore du cannabis. J'avais alors peu de ressources en toxicomanie à ma disposition, puis j'ai dû faire beaucoup d'essais et erreurs pour interrompre ma consommation moi-même et finalement avoir droit à un changement de traitement. En somme, je trouve que le manque de symbiose entre les services de médecine de la toxicomanie et de psychiatrie a vraiment des impacts réels sur la qualité de vie de gens comme moi. Merci Gabriel. Donc ça illustre, je pense, très bien la situation. Alors des défis fonctionnels, une complexité, je dirais, de prise en charge évidente, des patients aussi qui eux-mêmes se retrouvent à faire bien entendu eux-mêmes les expériences et à trouver leur trace, leur voie, en imaginant que chaque situation est différente. Alors Didier, dans un tel contexte, quelle est aussi en tant que gestionnaire et médecin votre réalité du terrain et aussi je dirais les axes de recherche ou les éléments je dirais, les plus pertinents pour vous à aller voir pour bien comprendre ce qui se passe et éventuellement trouver des nouvelles solutions? Ben, en fait, je trouve que je ne pourrais pas être plus d'accord avec les propos de Jean-Nicolas, de Gabriel, puis noter à quel point il y a vraiment un grand écart, en fait, un grand écart entre, quelque part, les enjeux de toxicomanie et de santé mentale qui souvent vont se présenter chez la même personne, vont être vécus par la même personne d'une façon qui est tout à fait, je voudrais, intégrée. Hein. Une personne va vivre ces deux problématiques-là, mais pour elle, c'est pas une personne qui a deux problèmes, c'est une personne qui a différentes difficultés qui peuvent se répercuter sur la santé mentale, qui peuvent s'actualiser par une consommation, etc. Et d'autre part, je dirais un système de santé qui est vraiment en silo, où on a d'un côté la toxicomanie et d'un côté la santé mentale, comme le soulignait Jean-Nicolas. Et puis, je dirais puis j'aimerais peut-être revenir sur la légalisation du cannabis, parce que c'est aussi le sujet, le cannabis, la santé mentale de la rencontre d'aujourd'hui, où je dirais que la légalisation, puis on peut être pour, on peut être contre, mais certainement que la légalisation a eu un effet, à mon avis, très, très clair, particulièrement au Québec, mais aussi ailleurs dans le monde, c'est qu'on n'a jamais parlé autant de cannabis qu'on le fait entourant la légalisation, du moins au Canada. Et puis, juste ce qu'on a pu voir apparaître autour de la légalisation, puis depuis la légalisation, c'est vraiment, je pense, vraiment une augmentation de la quantité d'informations qui va circuler, autant dans les milieux scientifiques, mais aussi beaucoup, je dirais, dans les médias généraux au sein de la population, où on voit, je pense, qu'on pourrait quasiment appeler une démocratisation de l'information sur le cannabis. C'est un des champs, je dirais, où on a beaucoup vu ça, dont on a beaucoup parlé entourant le cannabis, c'est le lien entre le cannabis et la santé mentale, mettant à jour, en fait, les informations qu'on a jusqu'à maintenant sur le plan scientifique, qui sont que le cannabis semble effectivement être consommé chez la majorité des gens sans un impact très négatif sur leur vie, et même le plus souvent consommé de façon agréable, sans problème associé. Et d'autre part, on voit quand même chez une certaine partie de la population qui va consommer du cannabis, l'apparition de différentes difficultés, que ce soit sur le plan de la cognition, l'apprentissage, la mémoire, mais aussi sur le plan de la santé mentale, avec, par exemple, une augmentation, du moins sur le plan épidémiologique, là, du risque de développer, par exemple, une psychose ou d'autres problèmes sur le plan notamment de l'humeur. Et tout ça, en fait, ces informations-là ont permis de faire en sorte que sur le plan de la santé publique, on a réussi, à quelque part, à dégager certains messages qu'on a réussi, je pense, quand même assez efficacement à faire percoler dans la population sur, par exemple, différentes façons, différents conseils pour utiliser le cannabis, je dirais, de façon un peu plus sécuritaire et éviter les conséquences parfois négatives qu'on peut rencontrer lorsqu'on consomme cette substance-là. Et un des conseils particuliers, ça a été celui de dire, compte tenu des données qu'on a sur le lien entre le cannabis et la santé mentale, que les gens qui avaient une problématique de santé mentale ne devaient pas consommer de cannabis parce qu'ils étaient plus à risque de vivre ces conséquences négatives-là de cette substance-là. Et d'autre part, il y a bien des gens aussi qui ont une problématique de santé mentale qui vont utiliser le cannabis, qui parfois vont avoir des problèmes associés à cette consommation-là, mais qui n'ont pas du tout l'intérêt, ne désirent pas, du moins à ce moment-ci, cesser la consommation de cannabis. Et ce qui est intéressant, en fait, je crois, c'est quand on regarde un peu au-delà des messages de santé publique, quand on regarde aussi les interventions qu'on a rendues disponibles pour ces personnes-là entourant le cannabis, c'est vraiment entièrement des interventions qui visent à
traiter la dépendance, à faire en sorte que ces gens-là cessent leur consommation de cannabis, alors que, comme je viens de le mentionner, comme Gabriel y fait allusion, on a bien des gens pour qui c'est pas ce qu'ils désirent. En fait, c'est pas ce qu'ils désirent faire et c'est possiblement aussi, dans certains cas, même pas ce dont ils ont besoin. Et donc, on trouve vraiment un écart entre ce que le système ou je dirais, les interventions, les intervenants, on est capable d'offrir à ces gens-là, puis les besoins réels perçus et ressentis par ces personnes-là. Et je dirais même à ça vient s'ajouter, non seulement au fait qu'on ne répond pas à leurs besoins, vient aussi s'ajouter les difficultés que le système a de rendre disponibles ces interventions pour le traitement de la dépendance, même quand les gens veulent réellement cesser la consommation de cannabis. Oui. Allez-y, je t'en prie. C'est aussi, je pense, quelque part ce qui a alimenté, je dirais, l'initiation du projet de recherche dont on va peut-être pouvoir parler un peu plus tard aujourd'hui. Bien sûr. C'est vraiment un monde, c'est un monde tout en nuances, tout en spécificité. C'est du sur-mesure, on le voit. Il y a pas de, il y a pas de solution toute faite. Il n'y a pas de solution universelle. Donc, ce qui met aussi beaucoup de pression sur la collaboration, à la fois interdisciplinaire, mais aussi sur la collaboration avec le patient. Là, on voit bien que c'est un univers qui est caractérisé par une approche qui encore une fois est loin de l'universalisme. Alors c'est ce qui fait effectivement toute sa complexité. Alors deuxième thème dans cette continuité, le modèle de prise en charge et puis surtout les solutions qui émergent actuellement, notamment de projets de recherche. Alors peut-être Jean-Nicolas, si vous pouvez dresser un peu un portrait de cette approche intégrée et puis de la façon dont les solutions actuellement se développent dans ce contexte, dans le contexte de la prise en charge. Oui, parfait. Je laisserai peut-être Didier aborder les projets de recherche parce que je suis un peu moins personnellement impliqué dans ces projets-là. Mais sinon, ce qu'on remarque depuis quelques années, et c'est en cours présentement au Québec, c'est que plusieurs organisations de santé commencent à se questionner justement sur les soins offerts aux clientèles ayant une double problématique de consommation et de santé mentale pour pouvoir intégrer leurs interventions autant au niveau clinique, mais aussi au niveau administratif. Donc, comment ces patients-là peuvent recevoir les meilleurs soins sans avoir à cogner à plusieurs portes pour espérer être reçus, être traités. Donc, il y a une image, il y a une métaphore qui a été utilisée que je me permets de réutiliser, c'est le bilinguisme. Donc, apprendre pour les gens de la toxicomanie et de la dépendance, d'apprendre à parler le langage et reconnaître les symptômes et les enjeux au niveau de la santé mentale, et les gens les cliniciens de la santé mentale d'apprendre à parler et à comprendre les problèmes de dépendance. Donc, et c'est pas nécessairement à être obligé et obligatoire que ce soit des centres hyper spécialisés, mais du moins être en mesure d'accueillir cette réalité-là et cette complexité-là qui se retrouve chez ces patients-là. Après, dans le concret, au niveau de la formation des cliniciens, de l'encadrement des cliniciens pour pouvoir apprendre cette nouvelle langue-là et développer ce bilinguisme-là, ben, il y a un encadrement qui devra... Bon, il y a évidemment des démarches personnelles qui reviennent à l'intervenant, au clinicien, mais il y a aussi un accompagnement au niveau des organisations. Donc, comment structurer les programmes où là, on va intégrer des notions, des évaluations au niveau de la santé mentale et de toxicomanie. Donc, comment développer ces programmes-là? Cliniquement, qu'est-ce qui doit être fait? Les liaisons avec les différents professionnels de la santé qui sont aussi importants, parce que c'est pas toutes les ressources, c'est pas toutes les organisations qui ont sous la main un psychiatre qui répond par texto à nos inquiétudes par rapport à un patient. Donc, il y a des canaux de communication qui seront évidemment à développer. Et au niveau des cliniciens, une supervision clinique, un encadrement clinique pour bien permettre à ces cliniciens-là de développer leurs expertises et de ne pas se sentir seuls, parce qu'évidemment, c'est des réalités chez nos patients qui sont complexes, qui ne sont pas faciles, qui est associé souvent à beaucoup de souffrance. Et comme Dr. Aswad le disait un peu plus tôt, ce n'est pas tous les patients qui sont prêts
lorsqu'ils sont assis dans notre bureau devant nous, à cesser complètement ou apporter tout de suite une modification à leur consommation de cannabis. Donc, c'est de les accompagner aussi à travers cette réalité-là. Puis, il y a différentes avenues thérapeutiques qui peuvent être envisagées. Je pense entre autres à l'approche motivationnelle qui est une approche qui peut être intéressante pour accompagner le patient dans son processus de changement. Et ça donne aussi des repères, des guidelines aux cliniciens sur son niveau d'attente aussi et où se situe le patient à ce moment-là. Alors voilà, j'espère avoir répondu à la question. Merci Jean-Nicolas, c'est très très clair. Alors, Gabriel, ce bilinguisme, ou alors peut-être on pourrait parler aussi de trilinguisme en intégrant la voix du patient, puis ces évolutions terrain où on essaye un peu de rassembler ce qui est épars. Comment vous le vivez, vous? Comment vous le voyez et comment vous envisagez ces solutions? D'abord, d'une perspective plus personnelle, les ressources limitées en toxicomanie que j'avais ont retardé ma cessation de consommation, malgré le fait que je voulais arrêter. Parce que dans mon cas, c'est ça, je voulais arrêter, mais j'en étais pas capable, notamment à cause de la désorganisation de la rémission de psychose. Puis, c'est ça, ces ressources-là ont du même coup retardé un changement de médication extrêmement désiré. Je trouve que là-dedans, mon plus gros défi était d'avoir aussi peu d'encadrement cognitif. Je pense que vous allez comprendre ce que je veux dire dans les prochaines secondes. C'est ça, d'encadrement cognitif dans ma démarche de sevrage, parce que j'étais désorienté, j'étais désorganisé, puis en quelque sorte amnésique après mon épisode psychotique. À cause de tout ça, c'était d'autant plus difficile d'écrire des choses cohérentes dans un cahier de bord, ce qui m'était proposé. C'est ça, d'écrire de façon organisée sans souffrir en même temps de la constatation que ma calligraphie aussi en avait pris un coup. Puis même si c'est une accumulation de désagréments qui peut paraître anodine, c'est tout de même significatif quand c'est nous qui les subissons. Puis ça l'est d'autant plus considérant que la tolérance de quelqu'un qui est en rémission de psychose est très basse aux irritants. C'était très difficile pour mon estime de moi et généralement ma perception de moi en général de devoir remarquer que j'avais des problèmes cognitifs alors que j'ai toujours eu une facilité à m'exprimer puis à fonctionner, on va dire, en société avant mon épisode psychotique. Donc, quand j'ai entendu parler de Chems et de I Can Change, quand on m'a proposé de participer au projet, je me suis dit que c'était vraiment des idées géniales parce que les deux sont des applications qui, puis étant des applications, elles facilitent puis elles encadrent originalement le travail intellectuel demandé des participants. Le patient n'a pas à déterminer plein je sais pas comment dire, de balises d'encadrement à son travail, comme il y aurait à le faire en écrivant sur du papier blanc pas ligné. C'est un peu ça, tu dois écrire des choses, puis chaque petit irritant est démultiplié par le nombre d'irritants comme antécédents. Puis, fait que c'est ça, ça encadre la démarche cognitive qui a des applications, puis c'est vraiment plus motivant de simplement entrer des données que de mettre en vigueur l'intervention soi-même de façon autonome quand on se sent déjà dépossédé de nos moyens. Personnellement, ça m'a vraiment enchanté de participer au développement de ces projets. Parce que de façon générale, Chems et I Can Change vont venir répondre à des dizaines de questions que j'ai dû formuler seul et auxquelles j'ai dû trouver les réponses seul il y a quelques années. Entre autres, il est question de plusieurs notions théoriques comme celle du craving, puis de façon plus individuelle, chacune des applications Chems pourrait vraiment aider les jeunes qui consomment sans vraiment être conscients de certains comportements plus destructeurs qu'ils pourraient avoir en lien avec leur consommation, parce que ça nous demande vraiment, est-ce que tu as ce comportement nuisible-là? Est-ce que tu as celui-là? Est-ce que tu as celui-là? Puis après ça, il y a une approche orientée à partir de ces questions-là. Pour ce qui est d'I Can Change, je trouve que ce serait un super outil dans le cadre d'un sevrage de cannabis, parce qu'on aide le participant à quantifier sa consommation qu'il essaie de réduire, puis on le motive à travers les semaines dans ce processus-là.
si j'avais à faire cette démarche-là moi-même, par exemple, si j'étais en rémission de psychose en ce moment, puis qu'on m'offrait de participer à ces projets-là, comme on doit les faire de façon séquentielle, je suppose, on ne peut pas faire les deux en même temps, en tout cas, ça je le sais. Je pense que je commencerais par Champs parce que ça me conscientiserait à la réduction des méfaits, puis je ferais ensuite I Can Change si c'était vraiment mon désir de réduire la quantité de cannabis ou même de faire un sevrage complet de cannabis dans les prochains mois. Ouais, ben, c'est pas mal ça ma perspective de tout ça, oui. Merci beaucoup, Gabriel, c'est très clair. Alors, ce que je me rends compte, c'est qu'on travaille sur plusieurs fronts à travers ces projets de recherche. Donc, il y a des éléments fonctionnels. On essaye de rassembler des cultures qui ne sont pas naturellement portées à collaborer ensemble. Puis, en plus, des nouvelles solutions technologiques, donc ce que peut nous apporter la technologie. Alors, Didier, peut-être maintenant que Gabriel nous a bien mis l'eau à la bouche sur ce qui s'en vient et sur ce qu'il expérimente de façon très claire, peut-être nous donner un petit peu plus de contexte autour de ces projets de recherche. Oui, tout à fait. Ben, en fait, je pense que c'est un exemple, justement, les projets dont je vais vous parler dans quelques secondes, justement, d'une tentative de faire en sorte qu'on arrive à faire ce qu'on appelle du traitement intégré. Donc, vraiment tenter d'aborder et d'intervenir pour la problématique de consommation chez les gens qui ont une problématique de santé mentale, mais de façon intégrée. Puis pour ça, il y a quelques défis. Hein. Il faut, pour mettre des interventions qui arrivent à atteindre cet objectif-là, ben, il faut d'abord que ce soit des interventions qui répondent aux besoins réels des patients. Puis des choses qu'on a identifiées, c'est que ces besoins-là sont multiples. Ils peuvent aller de, oui, un soutien pour cesser la consommation, mais ces besoins-là peuvent être aussi du type « je ne veux pas arrêter de consommer, j'ai besoin d'aide pour consommer de façon plus sécuritaire ». Ces interventions-là doivent être aussi adaptées au fait qu'on a aussi une problématique de santé mentale. Ce à quoi Gabriel fait référence, au fait que lorsqu'on a une problématique de santé mentale, effectivement, peut-être que l'intervention, le rythme de l'intervention doit être adapté, la durée des sessions doit être adaptée. Et on veut aussi s'assurer que cette intervention-là est accessible par les gens. Et puis, c'est pour ça qu'on a décidé d'opter pour une application puis des outils technologiques qui feraient en sorte que peu importe où on est au Québec, on peut avoir accès à ces interventions-là avec une qualité qui est contrôlée de façon plus systématique. Et dans le fond, ça, en quoi consistent ces interventions-là? Dans le fond, il y en a deux. Puis on a parlé de Champs et I Can Change. Une première intervention, Champs, qui vise vraiment des gens qui ne sont pas nécessairement prêts à cesser leur consommation, mais qui ont envie d'avoir du soutien pour utiliser le cannabis de façon plus sécuritaire. D'abord, en prenant conscience de comment ils utilisent le cannabis, c'est quoi les comportements d'utilisation. Donc, parfois, on peut être conscient, mais parfois pas. Des fois, on a une consommation qu'on s'aperçoit finalement en se faisant questionner sur cette consommation-là qu'on utilise dans des contextes ou d'une façon qui peut poser certains risques. Et par la suite aussi, de soutenir, dans le fond, les jeunes à faire en sorte qu'ils vont utiliser le cannabis, adopter des comportements d'utilisation qui font en sorte qu'ils vont être moins à risque de développer des problèmes associés à la consommation de cannabis à l'aide d'une application qui est très interactive, qui a été aussi d'ailleurs développée par et avec des patients qui faisaient partie d'équipes de recherche. L'autre projet, I Can Change, en fait, c'est une autre application, mais là, qui est un peu semblable, mais qui va davantage viser les gens ou les jeunes qui ont une problématique de santé mentale, mais qui sont prêts à justement cesser la consommation, où on va justement aborder toutes sortes de thèmes, les épauler à justement passer à travers l'arrêt de la consommation de cannabis qui peut être associé à des symptômes de retrait ou à des symptômes de manque, et à mettre en place toutes sortes de stratégies par les jeunes pour faire en sorte qu'ils vont atteindre leur objectif de diminuer ou de cesser leur consommation de cannabis. Puis, donc, un des aspects qui était vraiment dans l'ADN du projet, c'était que puisqu'on voulait vraiment s'assurer d'une adéquation entre ces interventions-là puis les besoins réellement des jeunes, on a eu dans toutes les étapes en fait du projet un processus très proactif de consultation puis de travail de pair avec des jeunes qui avaient une problématique de santé mentale qui utilisaient du cannabis, que ce soit par exemple en tout début de projet avec des focus group pour vraiment comprendre qu'est-ce qui les préoccupait par rapport à la consommation de cannabis, quels étaient leurs besoins, pendant, je dirais, les premières phases de développement de l'application, un groupe de jeunes qu'on consultait là, de façon, je dirais, pratiquement continue sur tous les aspects du développement des deux applications. Et jusqu'à ce qu'on est en train de faire actuellement, un sondage pan-canadien où on va vraiment aller sonder les jeunes sur leurs préférences par rapport à ce type d'intervention-là. Que ce soit, par exemple, la durée de l'intervention, la durée des sessions, les modalités technologiques qu'on va utiliser. Et c'est vraiment, je pense, l'esprit de l'équipe de recherche de faire en sorte qu'on va arriver à développer des applications, des interventions qui non seulement vont être accessibles, mais qui vont vraiment coller aux besoins, souvent multiples,
variée des jeunes qui ont une problématique de santé mentale qui consomment du cannabis. Ce que je trouve passionnant dans la façon dont vous approchez le problème, encore une fois, c'est qu'on joue sur les deux bords, c'est-à-dire qu'on joue sur la qualité des interventions, leur niveau d'intégration, etc. Donc, mais en même temps aussi, on mise sur la confiance. On fait confiance aux jeunes, on fait confiance aux personnes pour être capable aussi de prendre les moyens pour commencer une forme d'autorégulation et éventuellement une régulation. Donc, c'est des projets qui jouent sur plusieurs dimensions à la fois et qui sont culturellement qui modifient beaucoup de choses, qui modifient à la fois la culture de travail des professionnels, qui modifient aussi les comportements et la façon que les patients je veux dire, travaillent avec leurs problèmes de santé. Alors, c'est vraiment, c'est sur multifacettes. Alors, bravo pour ça. Je pense que notre public apprécie. Dernière coup de circuit de présentation, peut-être en 2 minutes. Si vous aviez des rêves, si on se projette un peu plus loin dans l'avenir, quelle est la vision pour demain dans cette grande thématique cannabis et santé mentale? Qu'est-ce qu'on peut espérer? À quoi peut-on rêver? Alors qu'on sait qu'effectivement, actuellement, il y a quand même encore beaucoup de travail à faire pour faire face à ce défi quand même sociétal important et qui touche beaucoup de familles au Québec. Alors, Jean-Nicolas, vision, rêve, qu'est-ce que ce serait pour vous? Ben, je prendrais la balle au bon que de la dernière intervention de Didier, où les applications, un des points positifs, c'est l'accessibilité, peu importe où on se trouve au Québec. Donc, l'accessibilité aux soins par des applications peut-être, mais au niveau aussi de l'accueil des patients présentant une double problématique en clinique, en hôpital, en centre de traitement. Donc, ça, c'est un point. Un deuxième point où je me permets de rêver, c'est que avec l'avènement de la légalisation du cannabis, on en a parlé beaucoup et on s'est rendu compte que nos tranches, la population qui consomme le plus ou du moins qui sont de bons consommateurs, c'est nos jeunes. Donc, on a légalisé le cannabis. Maintenant, je pense qu'il faut améliorer de la façon dont on en parle, de la façon dont on fait de la prévention, qu'on en parle sur un ton non pas paternaliste, comme on a eu un discours prohibitif pendant de nombreuses décennies où la seule réponse était non et que c'était mal, alors que maintenant, on a un autre type de discours qui est un reflet un peu plus réel de ce qui se passe sur le terrain où le cannabis est présent. Est très présent même chez nos jeunes. Donc, comment on va parler de prévention à nos jeunes? Comment on parle des interactions potentielles avec des problématiques de santé mentale qui peuvent être très graves et nuire au fonctionnement et à la progression de ces gens-là. Donc, c'est un peu moins mon dada parce que moi, je suis en clinique, je suis en bureau, mais comment ça va se traduire dans la réalité des écoles, du secondaire où les jeunes sont en contact. Bon, peut-être ultimement un peu moins vu que c'est légal, mais on peut se permettre certains doutes où le cannabis demeurera quand même une substance qui pourrait être facilement accessible à nos jeunes. Donc, comment en parler, comment prévenir, puis comment les éduquer sur les interactions potentielles avec des problématiques de santé mentale. C'est mes rêves. Prévention. Merci, Jean-Nicolas. Alors, Gabriel, rêve, vision, envie, ambition dans ta perspective, dans votre perspective, comment vous envisagez le futur? Ce serait quoi le monde idéal dans lequel vous aimeriez vivre en matière de contexte de soins et d'accompagnement? Oui, disons un parallèle. En ce moment, moi, je contribue à un projet dont le but est d'implanter un système qui permettrait aux patients et à leurs familles, dans certaines cliniques en psychiatrie, de communiquer leur degré de satisfaction à leur équipe traitante directement après la thérapie, après
l'intervention, disons, après le rendez-vous. Ce serait un outil comparatif entre les différentes cliniques de même vocation. Puis moi, j'espère que d'office, ça va servir à niveler la qualité des soins en santé mentale vers le haut. C'est rare qu'on entende parler de nivellement vers le haut, mais je pense que dans ce cas-là, ça s'appliquerait. Entre autres, ça permettrait à certains patients plus antagonisés après des rechutes difficiles, par exemple dans le cas de la psychose en rémission de psychose, de se prononcer sans devoir communiquer directement leur opinion à leur équipe traitante, parce que ça peut être des situations plus conflictuelles, plus difficiles pour certains. Puis de la même manière, on pourrait probablement élargir l'application de cet outil d'évaluation de la satisfaction aux tentatives des cliniques d'intégrer la médecine des toxicomanies au traitement. Pour, s'ils savent que le rendez-vous est classifié comme quelque chose plus toxico, ils peuvent le rentrer dans leur base de données. Puis là, on voit que la satisfaction, dès que c'est quelque chose de toxico, descend, ben, ça peut être un signe. Moi, j'ai l'impression que ça peut être utilisé comme ça. Sinon, plus généralement, moi, je suis quelqu'un qui croit fermement à l'importance de l'éducation de tous. Avec la légalisation du cannabis, j'aurais aimé voir des cours de sensibilisation dans les écoles secondaires minimalement. D'ailleurs, même par rapport à l'alcool, je trouve qu'il y a un manque d'éducation par rapport à la consommation. En fin de compte, les deux ont un impact réel sur la santé mentale des jeunes et des plus vieux au Québec et au-delà du Québec. La prévention et la sensibilisation sont primordiales, mais c'est sûr que les applications qu'on a développées vont beaucoup aider les gens qui ont actuellement affaire à des problèmes de toxicomanie en lien avec la maladie mentale. Ça me rend vraiment heureux de me dire que des centaines de jeunes souffrant de maladies mentales auront accès à un outil thérapeutique personnalisé à eux dans leur poche. C'est assez motivant déjà parce qu'il y a 5 ans, ça faisait partie des choses auxquelles je rêvais pour maintenant. Ouais. Outils thérapeutiques personnalisés, effectivement, on est dans on est dans quelque chose de très très fort, puis encore une fois qui mise sur l'habilitation des personnes à prendre soin d'eux-mêmes et à essayer de faire les choses différemment. Alors effectivement, c'est un beau rêve. Plus bien entendu, encore insister sur l'importance de la prévention précoce pour éviter effectivement qu'on tombe qu'on tombe dans l'enfer à la fois de la toxicomanie et des problématiques de santé mentale. Alors Didier, en tant que, encore une fois, gestionnaire, médecin, votre vision, vos rêves autour de votre environnement et de ces stratégies de prise en charge. Qu'est-ce qu'on peut espérer? Ben, je dirais, moi, ce que je nous souhaite collectivement, parce que je souhaite beaucoup aux gens qui vivent avec un trouble de santé mentale, qui consomment des substances psychoactives, c'est qu'on arrive au Québec à actualiser un concept qu'on appelle le No Wrong Door, en fait, qui est quelque part le concept que quand on a quelqu'un qui a une problématique de santé mentale, qui consomme des substances, qui cogne à une porte dans le réseau, que cette porte-là s'ouvre, peu importe laquelle c'est, que ce soit dans des milieux de traitement santé mentale, que ce soit des milieux en première ligne ou en service de proximité, que ce soit dans les services en toxicomanie, que cette porte-là s'ouvre, que l'intervenant qui est sollicité puisse ouvrir la porte de son bureau, recevoir la personne, voir c'est quoi les besoins de cette personne-là, faire un bout de chemin avec cette personne-là. Et je pense que cette approche-là, qui est bien connue, tarde vraiment à être mise en place. Mais évidemment, pour arriver à actualiser ce concept de No Wrong Door, il y a des conditions, je pense, gagnantes, ou en fait même plus que gagnantes, essentielles. D'abord, il faut s'assurer que les intervenants à qui on demande de faire ce bout de chemin-là, ils doivent se sentir suffisamment outillés. C'est facile de leur lancer la pierre, mais si on est un intervenant et qu'on ne se sent pas confortable d'intervenir pour une problématique que la personne devant nous peut présenter, c'est très difficile pour nous de faire un bon travail. Et donc, il faut mieux les soutenir, mieux les équiper, ces intervenants-là. Puis, je dirais au niveau organisationnel, il faut s'assurer aussi que, puis ça a été, je pense, démontré dans le champ là, des troubles, ce qu'on appelle les troubles concomitants, toxicomanie, santé mentale, c'est que si on veut que sur le terrain, on actualise de ce qu'on appelle le No Wrong Door, que les intervenants fassent leur travail auprès des personnes qui souffrent de problématiques de toxicomanie, de santé mentale, bien, il faut que les organisations soient organisées, si vous voulez, ou je dirais, structurées
pour permettre justement ce type d'intégration des services pour la toxicomanie et la santé mentale. La bonne nouvelle, si on peut se permettre de rêver, c'est que quand même au Québec, puis le ministère soutient cette initiative-là. Il y a ce qu'on appelle un centre d'expertise et de collaboration en troubles concomitants, toxicomanie et santé mentale, qui a été développé à l'Université de Montréal, puis qui maintenant élargit ses services à l'ensemble du réseau au Québec, justement pour soutenir à deux niveaux. D'abord, soutenir les intervenants par un programme de télémentorat où on va soutenir justement ces intervenants-là partout au Québec pour qu'ils soient mieux équipés pour intervenir auprès des gens qui souffrent des deux problématiques de toxicomanie et de santé mentale. Et il y a aussi tout un programme de soutien aux organisations, justement pour que les CIUS, les organisations puissent améliorer leur trajectoire de service basée sur des données scientifiques de ce qu'on sait, en fait, quelles sont les meilleures trajectoires de service, quelles sont les meilleures interventions pour les gens qui souffrent de ces problématiques-là. Et ce centre d'expertise qui a maintenant quelques années d'existence, je pense que c'est vraiment un très, très beau moyen dont le Québec s'est doté, justement pour pouvoir réaliser ce rêve là, éventuellement d'un No Wrong Door où on a des structures appropriées, puis surtout des intervenants qui sont confortables pour répondre bien aux besoins de ces personnes-là. Excellent. Alors, merci beaucoup à vous trois. Je pense qu'on a fait un bon tour de la question et de la thématique. C'était très clair et je pense que ça a permis à notre auditoire de mieux comprendre ce qui se passe actuellement, à la fois dans votre milieu en général et puis plus spécifiquement au centre de recherche du CHUM et au CHUM en matière donc de cannabis, d'intervention en matière de cannabis et de santé mentale. Encore une fois, on remarque la complexité, mais aussi un vent de changement. J'ai du mal à m'expliquer peut-être à travers vos explications pourquoi on est dans ce mouvement actuellement. C'est-à-dire d'avoir une forme d'accélération, c'est ce que je ressens. Je trouve ça très, très intéressant, très porteur. Alors, merci beaucoup. On a fait le tour. On va certainement revenir sur ces thématiques-là autour des questions du public. Alors, je ne sais pas pour la technique si nous avons déjà des questions sur lesquelles que nous avons de nos auditeurs. Alors, une question de Justin Allard. Est-ce que les intervenants impliqués dans le traitement possèdent les connaissances nécessaires sur le cannabis pour orienter adéquatement le patient vers une consommation saine? Car je trouve qu'on parle beaucoup de toxicomanie et de santé mentale, mais très peu des effets concrets de la substance. Alors, on en vient sur cette question de l'éducation. Alors, donc encore une fois, est-ce que les intervenants impliqués dans le traitement possèdent les connaissances nécessaires? Je serais intéressé d'avoir déjà la réponse, enfin en tout cas ce qu'en pense Gabriel, si ça ne vous dérange pas, messieurs, je commencerai par lui. Alors est-ce que les intervenants possèdent, Gabriel, d'après vous, les connaissances suffisantes sur le cannabis pour pouvoir bien accompagner? D'abord, oui. Moi, je trouve que généralement, les intervenants impliqués dans le traitement de la santé mentale et le cannabis sont très bien outillés dans le sens que même s'il n'y avait pas énormément de recherches qui étaient faites jusqu'à très récemment par rapport au cannabis parce que c'était illégal, ils étaient documentés scientifiquement, souvent plus que les consommateurs, même s'ils n'ont pas une expérience pratique de la consommation. D'ailleurs, dans les applications qui ont été développées, I Can Change et Champs, il y a énormément d'informations théoriques, mais qui s'appliquent à la pratique de la consommation de cannabis qui peuvent être trouvées. Il y a même une espèce d'outil général central où tu peux avoir des références à ce sujet-là. Puis, de mon vécu d'anciens consommateurs de cannabis qui étaient suivis en santé mentale, il y a beaucoup de questions, même si j'ai dû me les poser moi-même, qui ont été répondues par mes intervenants en santé mentale. Donc, est-ce qu'on peut, peut-être Didier ou Jean-Nicolas, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que la connaissance sur le cannabis est largement suffisante? C'est quelque chose c'est un produit qu'on connaît suffisamment bien pour pouvoir correctement conseiller. Est-ce qu'on a cette profondeur de connaissance? Moi, j'avoue que je ne saurais pas répondre à cette question-là. Didier, peut-être?
Ben, en fait, je dirais la réponse est oui et non. C'est-à-dire qu'on a certaines connaissances sur le cannabis. On a beaucoup de connaissances qui viennent de grandes études épidémiologiques là, qui montrent que le cannabis peut être associé à certaines difficultés. Là où on en connaît beaucoup moins, je crois, c'est vraiment autour de l'idée que vous savez, tous les cannabis ne sont pas égaux. Hein. C'est une substance qui est complexe, qui varie d'un échantillon à l'autre. On le sait quand on va à la SQDC, on peut acheter des cannabis qui sont complètement différents en termes de leurs composantes en THC, en CBD, etc. Et là, je dirais que là-dessus, on en connaît beaucoup moins. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de connaissances, je dirais, à acquérir sur le plan scientifique pour être vraiment capable de bien davantage conseiller, je dirais, puis de transmettre cette information-là aux utilisateurs en termes de tel produit, qu'est-ce qu'on peut s'attendre à ce produit-là, est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres effets d'un autre produit selon le contenu, etc. Donc, il y a des choses qu'on connaît, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et puis, je dirais, ça fait quand même en sorte que, malheureusement, encore à ce jour, je dirais, il y a quand même, je pense, une certaine hétérogénéité dans le confort des intervenants à prodiguer ou à transmettre cette information-là, en partie parce que l'information est incomplète et aussi, je pense, parce que tous les gens ne sont pas également équipés ou informés. Là, je parle des intervenants sur toutes les nouvelles informations scientifiques qui portent sur le cannabis. Jean-Nicolas, cet inconfort, est-ce que vous le ressentez aussi dans votre contexte, dans votre contexte plus large? Est-ce que c'est quelque chose que vous vivez sur une base régulière? Ben, c'est sûr qu'avec la légalisation récente du cannabis, on en a entendu parler. Puis là, il y a la notion que Didier amène où les concentrations de THC et de CBD maintenant sont connues des consommateurs. Donc, il y a des leviers d'intervention. Je ferais peut-être je mettrais peut-être un petit bémol sur l'effet du CBD. Là. Je pense que ça a été accueilli comme une panacée. Puis qu'est-ce que le CBD ne fait pas chez certains patients? L'autre élément que j'ajouterais, c'est lorsqu'on rencontre quelqu'un qui consomme du cannabis, c'est de ne pas avoir peur de lui poser la question quel type de cannabis tu consommes, quel est l'effet que ça te fait, de ne pas avoir peur de rentrer dans le sujet comme si c'était un sujet tabou, puis qu'on l'accueille, mais on ne souhaite pas trop savoir ce qu'il fait. Là. Maintenant, on n'a plus la barrière où notre patient se commet dans un acte illégal, là, c'est légal. Donc, osons en parler, osons poser les questions réelles. Puis osons accueillir les réponses aussi. On a un expert en la matière qui est assis devant nous. Oui, et puis si en plus on a à disposition des outils, je dirais, les patients, on a à disposition des outils qui vont nous aider aussi à faire toutes ces nuances-là entre CBD, THC, qu'est-ce que ça a comme impact en fonction de nos comportements et de nos réactions. Là, c'est là où on voit qu'on rentre quand même dans des accompagnements et de l'auto-accompagnement sophistiqué et qui va aider à pallier peut-être des manques de connaissances qui vont être difficiles à voir s'il faut former beaucoup de monde. On ne peut pas demander à tout le monde d'avoir le même niveau de connaissance sur un même sujet. Prochaine question peut-être. Alors, de Mélanie Massicotte, peut-on avoir accès aux applications dont Gabriel fait mention? Donc, où on en est? Est-ce que c'est déjà d'ordre public ou est-ce qu'on est en expérimentation actuellement? Je peux me permettre de répondre à cette question-là. Bien sûr, Didier, vas-y. En fait, on est vraiment dans la phase de finalisation du développement des applications sur la base aussi des résultats préliminaires qu'on a des sondages, des consultations avec les jeunes. Et les applications vont être testées là, dans le cadre d'essais cliniques là, en 2020-2021. Donc, actuellement, elles ne sont pas disponibles au grand public. Elles vont être rendues disponibles évidemment aux participants de ce projet de recherche-là, donc essentiellement des jeunes qui ont un problème de santé mentale, qui sont suivis dans les cliniques de premier épisode psychotique un peu partout au Québec et ailleurs au Canada. Et évidemment, si les résultats positifs se concrétisent et se confirment, l'objectif est effectivement de démocratiser, de rendre encore plus accessibles ces applications-là. Mais on doit d'abord s'assurer évidemment qu'on finit de les développer adéquatement puis qu'on va en tester l'efficacité. Donc, les cliniques de premier épisode psychotique, ça veut dire que les personnes qui s'inscrivent dans le temps, pas forcément, c'est-à-dire que le protocole ne sera pas dans un premier temps disponible pour les gens qui s'inscrivent dans le temps, qui ne sont pas à leur premier épisode psychotique. Est-ce que je comprends bien? En fait, ce qu'on appelle les cliniques de premier épisode. Oui. C'est ça, ce qu'on appelle les cliniques de premier épisode
psychotiques, en fait, ce sont on les appelle premiers épisodes psychotiques, mais en réalité, ce sont des cliniques où on traite des jeunes qui ont des problèmes de santé mentale émergents. Et parfois, ils vont faire un premier épisode, un deuxième ou troisième. Donc, c'est pas uniquement les premiers épisodes, mais on parle de ce type de contexte-là. L'objectif, évidemment, de l'équipe de recherche est d'éventuellement d'adapter ces applications-là à des gens qui ont des problématiques de santé mentale de tous âges, et puis qui pourront l'utiliser également. Mais on doit commencer, évidemment, on doit y aller, comme c'est l'habitude quand on fait de la recherche clinique, on doit y aller étape par étape, de façon méticuleuse, et puis s'assurer que d'abord la première intervention, les applications qu'on a développées sont bien accueillies, sont bien efficaces. Merci. Gabriel, j'imagine que vous avez une certaine impatience à voir l'élargissement de l'accès de ces outils aussi. Personnellement, je ne veux pas les utiliser nécessairement, mais ce serait bien d'avoir une référence pour n'importe quel ami qui passe par là parce que c'est un fléau, honnêtement. Puis je veux dire, moi, le cannabis, j'ai réussi, on va dire, à m'en émanciper, mais c'est pas le cas de tous. Puis c'est pas le cas de tous, qui sont pas. Moi, je suis peu affecté, disons, d'un point de vue fonctionnel par le cannabis, mais c'est pas le cas de la majorité. On peut pas vraiment quantifier exactement ça, mais il y a beaucoup de gens qui en souffrent. Puis moi, j'ai hâte que ça sorte, puis j'ai hâte de voir la réception des gens en clinique, parce que c'est sûr que ça reste un outil qui est peut-être contre-instinctif à utiliser pour certaines personnes, mais en même temps, s'ils l'utilisent, ce sera parce qu'ils ont décidé de le faire de leur plein gré, parce que ça reste c'est quelque chose de recherche clinique. Mais oui, j'ai bien hâte de voir le progrès et la suite de tout ça. Par rapport à la première question, je voulais aussi soulever le point que l'outil d'intervention, les outils d'intervention qui sont les applications ont été développés avec des patients qui consommaient du cannabis. Donc, il y a ça de plus pour aider les intervenants. C'est pas, ils ont pas seulement, ils sont pas assis 30 personnes, 33 personnes de 40 ans autour d'une table en train de développer l'application. C'était vraiment étape par étape, en consultant à chaque étape des gens qui avaient un vécu avec le cannabis. Ouais. On me dit il y a beaucoup de questions, donc je vais enchaîner sur la prochaine, si ça vous convient. Okay. Alors, de OCR Aimé, donc je prends le risque de cette question. Le cannabis peut-il être aidant pour certaines problématiques de santé mentale? Jean-Nicolas, est-ce que vous voulez vous lancer à répondre à cette question? Ça serait mal vu que je refuse. Donc, je vais tenter une réponse. Je pense que oui. Je pense que pour certains, tantôt, je faisais allusion au fait de poser la question aux patients qui consomment du cannabis, quel était l'effet. Après, bon, certains vont nommer des effets bénéfiques du cannabis. On pense à la diminution de l'anxiété, on pense à l'effet relaxant. Mais il y a aussi de l'éducation à faire. Puis je pense que les applications vont aussi un peu dans ce sens-là. Tu me corrigeras, Didier et Gabriel, à ce sujet. Mais il y a des moments qui sont moins opportuns pour consommer du cannabis, dépendamment de nos vulnérabilités. Donc, un cannabis qui peut être aidant à un moment dans une vie pour une personne ne sera peut-être pas aidant si au niveau psychosocial, il y a un peu plus de stress, il y a un peu plus d'anxiété, il y a un peu plus de risque de perte des éléments qui nous sont chers. Donc, peut-être que ce cannabis-là qui nous était aidant, là, à ce moment-là, deviendrait peut-être nous nuire un peu plus en augmentant l'anxiété ressentie ou des effets psychotiques qui pourraient se développer aussi. Donc, c'est pas une réponse qui est affirmative à 100%. Donc, c'est selon le cas, selon ce qui se passe avec la personne, puis selon les vulnérabilités et les tolérances de cette personne-là. On a bien compris qu'on était dans la nuance. Hein. Tout est dans la nuance dans votre domaine. C'est très, très clair. Une autre question, je vais les enchaîner comme il y en a beaucoup. Comme ça, on va pouvoir… Bradley Jacob qui nous demande comment peut-on sensibiliser une personne atteinte de TSA chez les jeunes afin que ça aille loin dans sa consommation. Donc, donc si on rajoute la dimension de la TSA, donc
comment on appréhende le problème. Didier, est-ce que vous voulez vous lancer dans le... Ouais, Peut-être rappeler ce je qu'est trouve la que TSA aussi pour nos auditeurs. Je présume qu'on parle d'un trouble du spectre de l'autisme, donc des troubles envahissants du Exactement. développement. Exactement, donc on peut parler d'autisme, des gens qui ont des syndromes d'Asperger, etc. Je dirais que c'est, encore là, c'est difficile de donner une réponse qui va satisfaire tout le monde parce qu'évidemment, c'est tout un spectre. Il y a tout un spectre. En fait, on parle de gens, par exemple, qui peuvent avoir un TSA où essentiellement, c'est beaucoup au niveau des interactions sociales qu'il y a des difficultés, mais très au niveau langagier, la personne est tout à fait fonctionnelle, au niveau cognitif aussi, alors qu'on a d'autres gens chez qui vraiment, au niveau cognitif, il y a une altération, ces gens-là sont affectés de façon importante, il y a des difficultés au niveau de la compréhension, etc. Donc, j'aurais tendance à dire que vous savez, il y a des principes généraux et des outils qu'on a pour sensibiliser les gens à faire de la psychoéducation sur les effets de la consommation, sur ce qui est une consommation problématique, ce qui est une consommation non problématique, par exemple, des interventions motivationnelles. Et je dirais que la clé, c'est d'adapter ces interventions-là selon la personne qu'on a en avant de nous. Adapter, des fois, c'est pas très, très complexe non plus. Ça peut vouloir dire, par exemple, de ralentir le rythme des séances ou de s'assurer de la compréhension, d'adapter le langage qu'on va utiliser quand on met en place des interventions. Par exemple, et évidemment d'adapter nos interventions aux objectifs de la personne. Dans le cas des TSA, compte tenu de la diversité des profils, c'est vraiment des principes généraux, mais l'idée, c'est d'adapter compte tenu de la personne qu'on a devant nous et de ses limitations et de ses forces également, là, autant sur le plan cognitif et du langage que les interactions sociales. Du sur-mesure, vous dis-je. C'est un des thèmes aussi qui revient beaucoup, ce soir. Autre question ? De Sacha Gadiri. Pour les patients qui vivent en ce moment avec cette problématique, n'y a-t-il pas avantage à pouvoir utiliser l'application avant que la recherche ait terminé ses vérifications? Qui veut répondre à ça? Je ne sais pas. Gabriel, tiens, qu'est-ce que tu en penses de cette question-là? OK. Ben justement, Je serais je fais curieux de partie des savoir. gens qui testent. Je fais partie des gens qui testent et qui, comme, tu sais, voient pas mal, tu sais, pas exactement toutes les étapes, mais tu sais, de façon sporadique, je revois le projet à son, disons, à son point de développement actuel. Puis, tu sais, à toutes les fois, il y a des choses à dire. Puis, je me dis, c'est des choses qui ont besoin d'être dites une ou deux fois par deux, trois personnes, puis qui vont changer l'utilisation que les gens vont en faire pendant des années. Fait que je pense que ça vaut la peine d'attendre encore quelques mois pour qu'il y ait encore quelques-unes de ces rencontres-là pour que le produit final soit aussi parfait qu'il puisse l'être. Parce que, tu sais, on veut pas d'une démarche mal accompagnée alors qu'on pourrait avoir un résultat de 80%, mais que là, on va avoir un 55%, tu sais. Puis, on s'entend que le 55 ne va pas remonter à 80 plus tard, tu sais. Et ça va rester comme ça. En même temps, c'est vrai qu'on comprend le public, les gens, on sait le niveau d'attente, puis on connaît les situations aussi. Donc, ce serait quoi je comprends la question de la construction de la science, mais qu'est-ce qu'on répond aux gens qui disent oui, mais là, si on comprend bien, finalement, l'outil va être disponible à grande échelle dans 2 ans. C'est quoi le niveau de risque d'accélérer ce genre de choses? Quel est le niveau de risque d'accélérer l'implantation de la recherche ou le déploiement de la recherche ou dans quelles conditions on peut le faire de façon confortable? Didier, est-ce que tu veux te lancer là-dedans ou tu n'es pas obligé non plus là? Je peux tenter quelque chose. D'abord, il faut se rappeler quand même que cette application-là va être rendue disponible à des vraies personnes, à des vrais patients, à des vrais gens là, qui ont un trouble de santé mentale, qui utilisent du cannabis. Donc, c'est de la recherche, mais qui ne se fait pas juste dans des bureaux de chercheurs. C'est vraiment de la recherche appliquée en milieu clinique. Donc, elle va être accessible, mais à des gens qui vont participer à ce projet de recherche-là. Donc, ça va être accessible à une certaine partie de la population. Je dirais mon cœur de clinicien, de chercheur saigne, hein, on aurait toujours envie, quand il semble qu'il y a des bonnes idées ou des bonnes interventions, de les rendre disponibles le plus vite possible. Mais en même temps, la science est quand même farcie d'exemples où quand on escamote les choses puis qu'on les fait trop rapidement, qu'on ne prend pas le temps de passer à travers les étapes, qu'on peut parfois mettre en place des interventions qui finalement ne sont pas utiles ou ont été trop rapidement mis sur pied. Puis finalement, ça finit par ne pas aider les gens. Donc, je pense que le projet est mis en place de façon très, très, très rapide. Mais en même temps, je pense qu'il faut respecter ces étapes-là pour être sûr que ce qu'on finalement on rend disponible très, très largement à la fin va vraiment répondre aux besoins pour être le plus efficace possible. C'est une question, en tout cas, qui est à l'ordre du jour actuellement.
du côté de la Covid, et je pense que c'est une question qui est dans la tête de beaucoup de monde sur d'autres types de sujets. Alors, prochaine question peut-être? On va pas tarder à conclure, mais je vais tirer de quelques minutes, ça vous va. La santé mentale est-elle de facto, donc de Kira Button, est-elle de facto affectée négativement par une consommation régulière de cannabis? Si oui, en quoi? Jean-Nicolas? De facto, je dirais non. Donc, en fait, on a longtemps parlé de gens qui avaient de problèmes de consommation, mais tranquillement, je pense qu'on peut aussi commencer à parler de gens qui consomment et qui ne développent pas de problématiques. Donc, je fais un parallèle avec l'alcool qui est légalisé depuis de nombreuses années. La majorité des gens qui consomment de l'alcool ne développent pas de problématiques de dépendance et de santé mentale non plus, ou du moins, ils sont en mesure de faire des ajustements si tel est tel cas. Donc, on parle d'une population qui est fragmentaire, qui développeront une problématique par rapport à la consommation et l'impact que cette consommation-là peut avoir sur la santé mentale de la personne. Donc, ça serait ma réponse. Donc, ça serait un oui. Merci, Jacques. Allez, dernière question, puis on s'arrête parce qu'on me dit que les questions sont en feu, donc on va essayer de faire le maximum. Luigi de Repentigny, donc on sent que c'est un sujet où on pourrait passer beaucoup de temps, et je pense qu'il y a une demande très claire de savoir plus sur la question pour les raisons qu'on connaît. Alors, de Luigi de Repentigny, concernant le refus de cessation, comment en parler avec son médecin sans jugement de sa part, et peut-on poursuivre les traitements? Donc, comment on fait pour parler de ça à son médecin, Gabriel, sur le refus de cessation? Je sais pas si c'est le meilleur conseil que je pourrais donner parce que quand je l'ai fait, moi, c'était Vas-y. quand j'allais vraiment mal et tout, mais tu sais, moi, j'ai juste dit que je trouvais que c'était irréaliste, mais surtout que dans ma situation, tu sais, j'étais en anédonie, puis je dois avouer qu'à ce moment-là, c'était un peu de l'automédication parce que ça me faisait ressentir une certaine euphorie alors que sinon, j'étais au zéro neutre tout le temps. Puis honnêtement, ça sonne pas si pire parce que c'est neutre, mais c'est mieux être dépressif et avoir des moments de bonheur que d'être tout le temps au neutre parce que ça ressemble à une dépression grave quand tu es coupé de toutes tes émotions en mode de protection un peu. Donc, j'ai juste mis les cartes sur la table puis j'ai dit à ma psychiatre que je comptais pas arrêter à moins que je vois une porte de sortie réelle. Fait qu'on a vraiment fait une espèce de chevauchement où j'ai arrêté pendant 1 mois seulement pour me permettre de changer. Puis ça a été vraiment difficile. Là. Mais au début, je voulais pas, puis je lui ai simplement dit. Puis on a eu une discussion. Puis c'est grâce à cette discussion-là qu'éventuellement ça a progressé, j'ai l'impression. Puis techniquement, c'est pas ça qui devrait, ça devrait pas automatiquement constituer une raison d'arrêt de traitement, si j'ai bien Non, tout c'est ça. compris. Puis c'est vraiment personnel à ma situation. C'est pour ça que je dis, je sais pas si c'est un conseil qui va être utile à quelqu'un d'autre, parce que moi, c'était une tentative de m'aider, ma consommation à ce moment-là. C'était pas seulement pour. Anyway, tu sais, c'est vraiment. Je sais pas. Ouais. C'est Partenariat. Hein. Le dialogue avec son médecin, avec son travailleur social, avec son équipe là, ouais. est certainement une clé majeure parce que ce que je me rends compte, c'est dans l'adaptation, c'est dans la capacité véritablement de se synchroniser puis de trouver ensemble les meilleures solutions dans des contextes qui sont très particuliers à chaque fois puis qui sont jamais les mêmes. Alors en tant que aussi promoteur de l'importance du partenariat dans les soins. Je pense que là, on a vraiment un bel exemple de là où ça se concrétise et où là, ça se réalise. Alors, écoutez, un énorme merci. Merci Gabriel, Jean-Nicolas, Didier. Vous avez été très généreux par vos propos. Je pense que ça a créé
beaucoup de, on m'envoie des petits messages, on me dit qu'il y a eu énormément de questions qui se posent. Donc, je pense que c'est une invitation aussi à continuer sur ces thèmes-là. Je crois qu'il y a un véritable besoin. Merci beaucoup à l'équipe technique qui a rendu ça possible. Ils sont super professionnels, notre équipe au CHUM et au CRCHUM. Alors, un gros merci de nous avoir accompagnés. Ma collègue Myriam aussi qui a organisé ça au nom du Centre d'Excellence. Et puis à l'institution, au Centre de recherche du CHUM et au CHUM pour ouvrir des espaces, des ponts entre le monde scientifique et la population. Nous, on pense que c'est extrêmement important. Tout le monde partage ça. Je pense que dans ces périodes de Covid, on voit aussi que les gens ont soif de ça, ont soif de mieux comprendre, d'aller plus loin, surtout dans des sujets qui les touchent comme cela, puis qui sont des sujets difficiles et complexes. Alors encore une fois, merci beaucoup et on se retrouve pour le prochain Humaniscience dans quelques semaines. Merci beaucoup à tous. Au revoir.